Je voulais aussi, avant de commencer, rendre hommage à une philosophe italienne qui s'appelle Elena Pulcini, qui est décédée malheureusement il y a quelques mois du Covid, et qui est quelqu'un, une prof de l'Université de Florence, qui a beaucoup travaillé sur les questions de care, de cura, et qui avait dirigé justement tout un collectif sur Cura ed Emozioni, excusez-moi mon italien, où j'avais fait un article justement sur le care et les émotions. Et justement, je voulais commencer par une question, parce qu'en anglais, on a cure et care. En français, care, on ne le traduit pas tout le temps, et quand on le traduit, on peut le traduire par soin. Enfin, justement, on a des équivalents, mais on n'a pas vraiment de traduction. On a d'un côté soin, on a de l'autre sollicitude, on a souci des autres, etc. Est-ce qu'en italien, il y a un autre terme que cura pour dire le fait de prendre soin? Parce que ce que je vais développer après, c'est l'idée d'un prendre soin des autres, d'un prendre soin du monde qui mène aussi à des considérations sur le genre et sur le féminisme. Est-ce qu'en italien, il n'y a que le terme de cura? Direi di sì. Direi di sì, cura oppure Accudimento. accudimento, però Et bon, de toute façon, je reviendrai là-dessus. Mais donc, ce que je voudrais montrer, c'est que malgré nous, nous sommes entrés dans ce que l'on pourrait appeler le temps du care, ou le temps du prendre soin. Et que ça déstabilise pas mal de relations, et que nous y sommes entrés aussi parce que l'expérience actuelle, qui est celle de la pandémie, nous fait déjà réfléchir à toutes ces questions de soins, de système de soins au sens direct du terme, mais aussi de soutien des êtres vulnérables, des différentes formes de vulnérabilité. Et donc, ce que je vais essayer de défendre, c'est un projet féministe un peu curieux, peut-être, à savoir que le féminisme est lié à la question à la fois du care, et donc de ce qu'on pourrait appeler à la fois le souci de soi, le souci des autres et le souci du monde. Et qu'en fait, il y a la possibilité de penser des politiques féministes à partir de cela, mais il y a la possibilité aussi à partir de ça de penser une éthique féministe. Et c'est ces deux points-là que je vais essayer de développer. Alors, la question du souci, c'est aussi la question de l'attention à soi, de l'attention aux autres et de l'attention au monde. Et ça croise nécessairement la question des femmes, parce que historiquement, on a attribué aux femmes à la fois des pratiques, ce qu'on peut appeler des pratiques de soins, que ce soit les soins du foyer, après tout on est à domus, donc la question du foyer elle a son importance, que ce soit les tâches invisibilisées du foyer, ou que ce soit de manière plus récente certaines professions de soins, en particulier celles qui sont largement liées aux tâches corporelles. Ce qu'on appelle en français les aides-soignantes, et puis après les infirmières. Il y a tout le rapport, et puis toutes les professions aussi, certaines professions médico-sociales. Il y a une assignation, on peut dire comme ça, des femmes aux soins. Et on sait bien que dans de nombreux pays, toutes les professions de soins, quand elles touchent les tâches corporelles, les tâches de répétition, de nettoyage des corps, on sait très bien qu'elles sont accomplies par des femmes. En France, une profession comme la profession d'infirmière, c'est environ 80% de femmes. Et ça ne bouge pas, voire parfois ça augmente même. Bien sûr, du côté des médecins, il y a beaucoup plus de changements. Donc je vais repartir de ça, et donc je vais repartir de la question d'un côté des femmes. Alors en quoi c'est lié au dialogue de la Méditerranée? C'est lié à un dialogue méditerranéen parce que par ailleurs, je vais aller là-dessus de manière assez massive, il faudrait bien sûr prendre les choses de façon beaucoup plus détaillée. Dans les cultures méditerranéennes, il y a eu aussi tout le déploiement d'un sacrifice de soi du côté des femmes,
dans le rapport justement au foyer, d'un sacrifice de soi, d'un souci des autres, de ceux qui nous sont attachés, et un oubli souvent du souci de soi. Et d'ailleurs, ce souci des autres peut aller aussi dans un certain nombre de cultures avec un vrai souci de la terre et un vrai attachement aussi à la terre, au territoire. Et donc c'est cette image, mais qui n'est pas seulement méditerranéenne, qui existe dans beaucoup d'autres cultures, qui fait partie aussi de la figure de l'oppression historique des femmes, qui est celle du sacrifice de soi et de l'assignation aux soins des autres et en particulier des proches. Alors là-dessus, ce que le féminisme a énormément travaillé depuis les années 70 et qui revient aussi beaucoup dans les nouvelles pratiques féministes, c'est bien l'idée que, en même temps, ces tâches de soins sont bien la condition sine qua non de l'activité économique, en particulier en régime capitaliste. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la production des uns, la performance des uns, et on peut dire plutôt des uns, parce qu'il y a des unes derrière, mais la performance des uns, ce que l'on considère comme étant la performance des uns, l'accomplissement des uns dans une société de marché, n'est possible que parce que d'autres, souvent des femmes, mais pas seulement, ça peut être aussi des populations ouvrières, ça peut être aussi des populations issues de l'immigration, donc parce que les autres, précisément, se soucient des autres, c'est-à-dire accomplissent toutes ces tâches de soins, qu'on appelle maintenant aussi parfois, quand elles sont rémunérées, des tâches de service. Et quand elles se font dans le cadre de l'activité domestique, ben là, elles sont carrément non rémunérées. Et donc, il y a tout un courant féministe, bien sûr, des courants féministes qui se sont développés dans les années 70 et que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup autour de quelqu'un comme Silvia Federici, par exemple, l'idée qu'il faudrait pouvoir penser un salaire qui correspondrait justement à ces activités. Et ça, il me semble que c'est un féminisme qui a vraiment une pertinence et qui met sur le devant de la scène des tâches invisibilisées qui doivent être rendues visibles. Donc moi, j'ai surtout travaillé là-dessus. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à la connexion entre cette question du souci de soi et du souci des autres et la possibilité que les femmes arrivent à un équilibre, à une éthique féministe entre souci de soi et souci des autres et qu'on développe des politiques féministes qui soient par exemple un salaire maternel ou un salaire parental, etc., ou un salaire pour les activités domestiques, qu'elles soient faites d'ailleurs par des hommes ou par des femmes, ou par, après tout, d'autres personnes. Et maintenant, je m'intéresse à la question du souci du monde, parce qu'en fait, de la même manière qu'il y a une oppression des femmes, et qu'il y a une oppression aussi d'ailleurs de certaines formes de sexualité, eh bien, il y a aussi une oppression du monde. Et cette oppression du monde, elle tient aussi à des formes d'exploitation spécifiques que, pour faire vite, l'Occident a particulièrement développé, que le capitalisme a aussi particulièrement développé, qui repose sur une séparation entre la nature et la culture. De telle sorte que l'idée, c'est celle de la maîtrise sur la nature. Et cette maîtrise de la nature sur la nature, elle permet des formes d'exploitation. Et donc, de la même manière que dans les questions de care, dans le rapport entre soi et les autres, on peut penser le soi et le rapport aux autres sur le mode de la relation, et donc penser un soi relationnel, eh bien on pourrait changer nos modèles, produire des alter-réalités dans le registre du souci du monde, et donc concevoir autrement les rapports entre la nature et la culture, parce que précisément, enfin moi j'ai au départ travaillé sur le XVIIIe siècle de langue anglaise, c'est pareil d'ailleurs en France au XVIIIe siècle, chez les philosophes du XVIIIe siècle, les questions de nature et de culture, elles ne sont pas séparées. Il y a toujours l'idée qu'il y a une imbrigation de la nature et de la culture parce que tout est relationnel. Donc, ce que je dirais là-dessus pour conclure, c'est qu'il faut non seulement produire de nouvelles relations hommes-femmes, de nouvelles relations entre les individus, mais il faudrait pouvoir faire autre chose qu'user de la nature, ce qui a été notre modèle. Il faudrait pouvoir faire des usages de la nature et pouvoir produire d'autres usages de la nature. Et là-dessus, ça peut être intéressant de revenir à la question des territoires et peut-être des territoires méditerranéens
mais je pense aussi à ce qui s'est fait dans les problématiques écoféministes du côté de l'Inde, et je pense en particulier justement à Shiva et à toute la manière dont s'est développée l'idée que dans certaines cultures, il y a un rapport spécifique des femmes à la terre et à d'autres usages précisément de la terre. Alors ça, je pense que c'est pas du tout occidental, mais peut-être qu'en territoire méditerranéen, ça peut avoir une pertinence, et ça, j'aimerais là-dessus en savoir plus. Ce sur quoi je conclurai, c'est peut-être sur le fait qu'il faudrait donc développer d'autres attitudes que moi j'appellerais volontiers des caring attitudes, des caring attitudes, que ça suppose un rapport au monde, une éthique, mais ça suppose aussi, et je terminerai là-dessus, de manière très politique, ça suppose de nouveaux systèmes politiques. Et en particulier, moi je suis sur l'idée qu'aujourd'hui, à partir de cette question du rapport à soi, aux autres et au monde, il faudrait complètement pouvoir penser le renouvellement de l'État social. Et donc je terminerai sur quelque chose peut-être finalement de très... comment dire, très lié peut-être au XXe siècle, mais qui se reprojette dans le XXIe siècle. La question aujourd'hui, c'est comment, à partir de toutes ces questions-là, peut-on complètement renouveler notre État social? Parce que l'État social, c'est quelque chose qu'il faut garder en termes d'imaginaire. Mais il faut tout repenser. Un État social qui ne soit pas patriarcal, un État social qui ne soit pas sur le mode de l'exploitation de la nature et du monde. Je m'arrêterai là. Merci. Alors, maintenant, je pense que je vais... Non, parce que c'est vraiment difficile pour moi maintenant de parler en français de ces thèmes philosophiques. Et bon, en italien, je pense que ce ne sera pas tellement difficile, mais en français, un peu. Après un philosophe de l'université française, non, mais c'est moi, pas facile. Tu parles super bien français. Académicienne. Académicienne. Non, là, vous mettez dans un concours. C'est pas facile. Bon, quand même, j'ai passé les dernières des ans de ma vie vraiment sur 7 livres ici, et que c'est les livres de l'exposition que j'avais faite à Rome avec des collègues académiciennes, Lara Conte et Cecilia Canziani, et les deux travaillent à l'université. Moi, j'étais la seule qui ne travaillait pas à l'université, et c'était une recherche sur les rapports entre l'art et les philosophies féministes, et on est parti d'une affirmation que c'est je dis je, io dico io, ai sei ai, par une philosophe italienne qui s'appelle Carla Lonzi, qui a commencé ce parcours comme critique d'art. Elle était une critique d'art phénoménale, géniale, et pas qu'il voyait la critique d'art comme quelque chose qui n'était pas dans les règles qu'à l'époque, c'était les années 60, encore les années 50 et 60 étaient encore vraiment réglées avec un langage très haut et très compliqué aussi. Et elle avait pensé en 1969 de complètement changer les langages d'art contemporain avec un livre qui est fondamental, séminal, qui s'appelle Autoportrait, et où elle a pris la décision de faire des entretiens à les artistes avec qui elle travaillait à l'époque, qui après sont des artistes très importants comme Lucio Fontana, comme tous les artistes de l'arte povera, etc., mais qui à l'époque étaient des jeunes qui travaillaient avec elle. Et alors elle a pris la décision de faire cet entretien avec le microphone, et après, quand elle a réécouté les interventions des artistes, elle a pris la décision politique de ne pas intervenir sur la parole des artistes là, en la changeant avec un langage haut d'historien des arts, mais
laissant et elle laissait complètement la transcription des paroles des artistes comme ça, comme avec tous les erreurs comme académicienne ou les suspensions. Elle a fait ces livres qui en Italie étaient fondamentaux pour la change des points de vue sur les langages de l'art contemporain. Et alors on est parti de la pensée philosophe et militante très forte de cette personne, Carla Lonzi, que maintenant Giovanna Zappei a traduit en français. Finalement, c'est possible de lire les livres des philosophies féministes de Carla Lonzi en France. Et vraiment, c'est arrivé le temps de la faire connaître dans vos pays. Et on est parti de elle parce qu'en 1970, elle a pris la décision de quitter complètement le monde de l'art et parce qu'elle avait pensé que la militance, d'être une militante féministe, sûrement était beaucoup plus créative que de faire de l'historien d'art et la critique d'art, mais surtout qu'encore la critique d'art était un métier ancillare. Comment tu traduis ancillare? Ancillaire, subalterne, ancillaire, subalterne pour une femme, pour parler de la génialité masculine, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les femmes artistes étaient très peu, surtout en Italie, et en fait, dans ces bouquins de qui je vous avais parlé, autoportrait, l'unique femme artiste était Carla Cardi, et qui surtout était pas seulement une femme artiste, mais une femme artiste dans un domaine qui a été vraiment le royaume du male white artist, qui a été l'abstractisme. Elle était l'abstraction, in English is abstraction, l'abstraction. Et en fait, dans ce livre, c'est l'unique voix féminine. Et dans 1970, Carla Cardi et Carla Lonzi fondent à Rome Rivolta Femminile, qui a été le premier groupe d'autoconscience militante féministe italienne, et il poursuivit la règle de la différence sessuale, de la différenciation sexuelle, et c'était un groupe très molto ristretto que de femmes. Et je dois dire que pour l'époque, ils ont fait une révolution très importante, surtout dans les domaines du langage, de la prise de parole. En fait, dans ces volumes ici, la chose qu'on a vraiment, qu'on voulait transférer par image avec les travaux des artistes que nous avons invités à participer à l'exposition, qui sont 53 artistes avec 120 œuvres. On a vraiment rempli toute la Galerie nationale d'art moderne, parce que la chose qu'on voulait faire, c'est une sorte d'invasion dans les domaines artistiques les plus nationaux, les plus patriarcales qu'on a en Italie, que c'est la Galerie nationale d'art moderne et contemporain de Rome, que c'est l'unique galerie d'art moderne et contemporain nationale. Et bon, je pense qu'on est réussi dans cet effort, mais je voudrais bien, mais après je vais parler d'écoféminisme, je jure. Mais je voudrais bien aussi... On a 3 minutes. Aussi, non, toutes ces choses que je vais dire, parce que c'est très important, le mot « je dice ». Je dice, io dico io, ai sei ai, c'est très important parce que hier on était en train de parler de la prise de parole et de comme c'est important l'autoaffirmation féminine dans le cadre d'une réflexion politique et philosophe. Et alors, je voudrais bien vous rappeler que la première fois qu'une voix féminine a été fermée et bloquée
par la voix d'un homme dans les Écritures, dans les choses qui sont arrivées chez nous, dans les choses qui sont été écrites. C'est pendant l'Odyssée, le fameux poème d'Homérus, quand Ulysse arrive dans sa terre Ithaca, transvesti d'Aedo, Aedo, je ne sais pas comment le traduire en français. Aio. Il commençait il demandait à la reine Pénélope, qui était en fait sa femme, de chanter quelque chose pour l'entretien de Phéaci qui était là-bas. Et elle a dit bien sûr oui. Et il a commencé à chanter l'Odyssée, cioè l'époque d'Ulysse et la perte de la guerre. Et alors, à un certain moment, Pénélope a dit stop. Je ne veux pas écouter ces paroles qui sont très tristes et pour moi c'est vraiment douloureux d'écouter ces paroles. Et alors dans ces moments-là, il avait pris la parole bien sûr il était sa maison, mais il était entre une congressus de personnes aussi étrangères parce que les Phéaci étaient là. Alors dans ces moments-là, son fils Télémaque, qui à l'époque était un garçon probablement de 15 ans, 16 ans, mais déjà un adulte pour la mentalité de l'époque. Il s'est élevé et il a dit « Mère, quand tu oses prendre la parole en public devant tous ces gens, tu es une femme, tu te dois te taire, je t'en prie d'aller dans tes chambres et l'Aïdus peut continuer à chanter ce qu'il veut. » Alors, j'avais lu cette pièce dans un bouquin qui pour moi était très important, qui s'appelle Women and Power, de Mary Beard, où elle raconte comme dans l'histoire, c'était vraiment longtemps que les femmes ont perdu la parole. Et toute l'exposition tourne autour beaucoup de thèmes, et aussi l'écoféminisme, mais aussi la parole et l'importance de pouvoir s'auto-affirmer. Je ne sais pas si en français cette parole est juste. La auto-affirmation personnelle. Fini le temps? Ah, ok. Et comme je peux lier cette chose-là à l'écoféminisme? Bon, c'est pas difficile, je dois dire, parce que l'exploitation et la silenciation, comment tu dis, comme lever la parole à les femmes, oui, c'est la même chose que lever la parole à la nature, à les animaux, et aussi à tous les catégories qui ont été oppressées par les hommes. Quand je parle des hommes, je parle bien sûr que d'une petite catégorie d'hommes qui est l'homme blanche occidental. Et quand on me demande, mais qu'est-ce que c'est cet écoféminisme? Bon, je dois dire que... Ah là là. Eh ben, vous ne le saurez jamais. L'écoféminisme est bien sûr, la parole le dit, c'est une association entre les mots femme et les mots nature. Mais il y a aussi une assimilation entre la figure féminine de la femme et la terre, parce que les deux sont des productrices de vie, de fertilité. Mais aussi, les deux sont possédés par quelqu'un. Parce que la parole mother, in English, dérive du latin mater, qui veut dire matière, materia. Et la materia, c'est quelque chose qui peut être possédé, qui peut être qui est quelque chose qu'on a et on exploite. Alors c'est comme ça que tous les discours commencent. C'est une sorte de libération, et ce n'est pas que la libération des femmes, c'est beaucoup plus global. Il doit être la libération vraiment d'un conseil qui doit changer l'ordre social et le schéma social. Et je me rejoins à ce qu'il a dit. Pardon pour mon français. Alors, il y a Séverine, vas-y Séverine, une question. Je voudrais en fait intervenir pour relier les deux, compléter en fait sur ce qui a été dit sur cette... Retire ton masque, Séverine. Excusez-moi. Sur cette domination en fait du féminin qui est liée aussi à la domination de la nature, c'est aussi
À un moment donné, dans l'histoire occidentale, l'histoire européenne, cette fameuse séparation nature et culture qui est vraiment propre à la civilisation occidentale. Par exemple, beaucoup enfin moi je connais plus pas la Méditerranée, mais l'Afrique, et en fait dans la majorité des langues africaines, le mot nature n'existe pas. Il n'y a pas une entité extérieure à ce qu'on vit. Et en fait, dans cette histoire européenne, il y avait vraiment eu cette idée de s'extraire de la nature pour avoir cette idée de progrès vers la civilisation, et ce qui va donner toute la notion de progrès ensuite au XIXe siècle. Et donc il faut dominer tout ce qui relève de la nature. Et à ce moment-là, tout ce qui relève de la nature, c'est le féminin, mais c'est aussi les autres populations, puisque ça se passe à un moment où l'homme occidental part à la découverte du monde, et donc c'est toutes les autres populations que cet homme occidental va rencontrer, qui doit être identifié comme étant à l'état nature et comme pouvant être exploité. Et donc en fait, c'est vraiment ce rapport au vivant en fait qui est fondateur de la domination des femmes et de la domination ensuite des populations amérindiennes et notamment ensuite des populations noires. La question de l'esclavage, on peut produire de l'esclavage de manière industrielle comme pendant la traite négrière, parce que c'est des populations qu'on identifie à l'état de nature, à l'état sauvage. Et d'ailleurs, en français, pour parler de ces populations réduites en esclavage, on va parler de bois d'ébène. Donc on est vraiment dans un... De quoi? Bois d'ébène. Ouais. Et donc on est vraiment dans un rapport de domination de la nature. Et c'est en ça que pour moi, il me semble que l'écoféminisme a cette puissance-là de relier ces deux dominations. Et pour moi, l'écoféminisme doit aller encore plus loin en étant aussi décolonial, c'est-à-dire d'avoir cette perspective-là, de comprendre que ces dominations, en fait, historiquement, idéologiquement, sont liées. Et donc ça repose aujourd'hui, ce que Fabienne disait, sur ce souci du monde, c'est-à-dire d'aller plus loin que dans des références occidentales et d'interroger d'autres rapports du monde et d'autres rapports à la terre, aux vivants, dans des cultures qui ont été justement dominées et colonisées. Ah oui, tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Séverine. À mon sens, il y a deux choses du point de vue de, on pourrait dire, de la pensée à râper dans les travaux qui ont été faits. C'est d'une part, alors moi j'aime beaucoup là-dessus les travaux de Philippe Descola, parce que Philippe Descola a quand même, dans ce gros livre d'anthropologie, distingué différents systèmes de rapports justement nature-culture, et le système occidental, il l'a appelé naturalisme, et le naturalisme, c'est précisément, contrairement à d'autres systèmes du monde, c'est précisément le fait de séparer la nature et la culture. Et d'ailleurs, c'est assez concomitant avec le fait qu'au XVIIe siècle, Descartes a cette fameuse phrase qu'il faut, cela dit, redonner en entier, qui est quand même un des grands philosophes de ce qu'on peut appeler le monde occidental. Descartes dit l'homme comme maître et possesseur de la nature. Mais ce comme, il développe la possibilité d'un modèle. En revanche, j'aurais en revanche, après, du point de vue de l'histoire des idées, j'aurais une lecture assez plurielle, en même temps des idées occidentales. C'est-à-dire que d'un côté, on a Descartes, et on a quand même si on a le comme, on a quand même ce qui correspond assez au projet d'une maîtrise de la nature et à l'énoncé du naturalisme. Mais si on prend au XVIIIe siècle des philosophes comme Diderot, mais aussi un philosophe comme David Hume, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il y a beaucoup plus l'idée que le naturel ne se pense pas sans artifice, que l'artifice ne se pense pas sans naturel, et qu'en fait, on est davantage dans une problématique toujours du mélange. Et ça, quelque part, ça pourrait, enfin, je vais dire quelque chose qui, d'un point de vue philosophique, serait quand même un grand saut, mais ça pourrait presque être Donna Haraway quelque part. Enfin, et donc après, il faut avoir, en tout cas en ce qui concerne les textes, et en particulier les textes du XVIIIe siècle, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle au départ, j'insiste vraiment sur le fait qu'au XVIIIe siècle, comme c'est quand même beaucoup
aussi le lancement d'une tradition critique, il y a quand même beaucoup de textes qui sont des textes déjà qui commencent à déconstruire le naturalisme. Et si on prend après ce qu'on appelle les Radical Enlightenment en anglais, lumière radicale en français mais qui est moins connu en France, les lumières radicales et tous les textes des lumières radicales qui sont parfois des textes clandestins à l'époque et qui ne peuvent même pas être publiés, c'est quand même des textes qui déconstruisent, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et aujourd'hui on avance beaucoup là-dessus, effectivement, et il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Oui, moi aussi je voudrais quelque chose à propos de cette question, que c'est justement c'est du XVIIIe siècle que les choses sont vraiment changées parce qu'il y avait un décollage entre aussi l'essence spirituelle de la nature. Alors, c'était vraiment facile, après avoir enlevé toute la spiritualité qui a été, qui era insita, come si dice? Qui était intrinsèque à la nature, par exemple, dans toutes les sociétés médiévales. Il y avait un grand respect par la nature. Et ces choses sont complètement finies dans le XVIIIe siècle quand un certain mécanicisme a déchiré cet rapport qui était très fort. Et quand il y avait toujours une idée que la culture a été masculine et la nature a été féminine, et ça a commencé vraiment il y a longtemps, parce que les premières allora j'ai fini. Allora, nature, femme inférieure, culture, homme supérieur. Mais quand c'est passé à d'arriver à une chose comme ça, c'est un modèle social patriarcal qui est né il y a vraiment longtemps, parce que moi j'avais étudié beaucoup les études archéologiques féministes de Maria Gimbutas et Ryan Eisler, qui ont travaillé sur les sociétés dynamiques qui ont été des sociétés mutuelles. Hier, quelqu'un a parlé des sociétés mutuelles. Bien sûr, c'est vrai, ils sont la pianura, comment tu dis en français, pianura? La plaine de l'Europe centrale entre les 5000 avant Christ et les 3000 avant Christ, 2005 avant Jésus-Christ, étaient complètement populées par des populations qui étaient des cultures que Ryan Eisler appelle gilaniques, mais on traduit comme mutuali. Pas de différence entre hommes et femmes. Une déesse, mère, et beaucoup de prêtresses, beaucoup de prêtres, pas d'enclosures, pas de propriétaires terroirs, des clôtures, pas de clôtures. Parce que c'est tout relié. Aussi, quand la clôture commence à arriver, il y a un déchirement entre la sacralité de la nature et la femme et les hommes. C'est tout vraiment lié. C'est une histoire très longue, mais vraiment qu'il y a une coupe et un point de rupture, je ne sais pas si ça c'est un mot français, des ruptures très fortes entre 3000 et 2005 avant Jésus-Christ, quand ces populations qui sont appelées Kurgan, peut-être tu les connais, les Kurgan sont arrivés du Est et ont commencé à envahir la population d'Europe centrale. Cette Kurgan, vous les connaissez très bien, parce que quand Hitler a commencé à faire ses discours sur la supériorité de la race aryenne, les Kurgan sont les Aryens. Ils ont, qui viennent de l'une d'Europe. Et ils ont conquis en 2005 avant Jésus-Christ toute la planure de l'Europe, parce que les Kurgan étaient un peuple très violent et guerrier et patriarcal. Et pour eux, il était très facile d'arriver dans l'Europe centrale et conquérir une population qui était tout à fait très... qui n'étaient pas des guerrières, ils étaient des cultivateurs.
il faisait des cultivations, les Kurgan étaient nomades, la population de l'Europe centrale était stable, il connaissait des exemples d'écriture avec des exemples d'art très intéressants pour une population qui était préhistorique. Alors tout se commence là-bas. Alors cette chaîne sociale, patriarcale est tellement vieux qu'il doit vraiment coûter un effort énorme pour imaginer quelque chose de différent. Parce que tous les changements partent par un effort d'imagination. Il faut pouvoir imaginer quelque chose de différent, et alors cette chose différente peut arriver. Mais pour nous, c'est vraiment difficile d'imaginer différemment, parce que c'est trop du temps qu'on est encadré dans un ordre qui peut-être il ressemble immutable. Merci. C'est juste un mot sur ce que tu as dit concernant Homère et effectivement le moment où Pénélope se voit confisquer la parole par son fils. Effectivement, c'est un moment hyper important. Et je me disais, ce qui est vraiment intéressant du point de vue des fictions contemporaines et des imaginations, donc, parce que c'est comment aujourd'hui on a tout un ensemble de textes, de récits en littérature qui réécrivent du point de vue des voix effacées et des voix oubliées, et je pense dans une perspective aussi post-coloniale critique d'un côté. Je pense au texte de Kamel Daoud par exemple sur Meursault, enfin sur l'étranger de Camus, qui est un texte incroyable parce qu'il va faire une enquête, ça s'appelle Meursault Enquête d'ailleurs, Enquête Meursault, quelque chose comme ça. Il va faire l'enquête sur justement l'arabe de Camus qui a disparu, qui a été assassiné sous le soleil de midi, etc. Et dont effectivement Camus ne dit pas un mot dans son propre récit d'étranger, qui est quand même un des récits central. Et puis de l'autre côté, je pense à tous les récits d'écrivaines canadiennes, anglaises, qui revisitent l'Antiquité du point de vue des femmes, et en particulier un livre incroyable qui s'appelle le livre de Nat Parker, qui s'appelle Le silence des vaincus, UES, qui est une réécriture de l'Iliade du point de vue des femmes, et en particulier du point de vue de Briséis. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un texte extraordinaire sur la voix, justement, qui manque. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Je veux juste prolonger le discours de M. Leblanc et le vôtre, parce que vous venez de m'éclairer tous les deux sur un passage du Nouveau Testament. C'est-à-dire, d'où est-ce que Paul a tiré cette idée? Vous, femmes dans les assemblées, taisez-vous. Et si vous avez quelque chose à dire, demandez à votre mari. Et donc, pour moi, j'ai fait beaucoup de recherches Nouveau Testament, parce que c'est dans le Nouveau Testament. Et l'idée, je savais que l'idée ne venait pas du milieu juif, mais je ne savais pas d'où elle venait, parce que les juifs l'ont récupérée. C'est-à-dire que Paul était encore juif, mais il ne faisait pas encore le christianisme. Et donc, je ne comprenais pas, parce que c'est quelqu'un de très savant, Paul, quand même, et je ne comprenais pas d'où il sortait ça. Ce n'est pas dans la Bible, enfin dans la Bible qui existait, c'est-à-dire le Premier Testament, et ce n'est même pas dans les livres non canonisés, parce que nous connaissons le corpus canonisé, mais il y a une foule de livres qui ne sont pas canonisés. Et celle-là, vraiment, je l'ai compulsée, et je n'ai rien trouvé là-dedans. Et vous venez tous les deux de m'éclairer sur ce passage, et je sentais que ça venait ou des Grecs ou des Romains, mais je ne savais pas où ou quoi. Voilà, donc merci beaucoup.